Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Voilà que l'on parle beaucoup du Conseil constitutionnel. Les Français avaient une idée un peu vague de ce qu'était le Conseil constitutionnel. Et puis, nous lisons partout maintenant des présentations du Conseil constitutionnel. Certains parlent abondamment dans les médias des décisions que pourrait prendre le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, comment fonctionne-t-il? Jean-Philippe de Rosier est avec nous, professeur de droit constitutionnel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Conseil constitutionnel, 9 membres. 9 membres, absolument. 9 membres. Qui sont choisis comment? Alors, ils sont choisis, ils sont nommés par le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, à raison de 3 tous les 3 ans. C'est-à-dire que le Conseil se renouvelle par tiers tous les 3 ans, parce que le mandat dure 9 ans. Et chacune des autorités de nomination est libre de choisir qui il veut. Il n'y a aucun critère, aucune obligation dans le choix de la personne. En revanche, une fois que la personne est ainsi pressentie avant sa nomination, elle est auditionnée par les assemblées parlementaires, par la commission des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et donc, cette audition est publique, elle est retransmise, et donc on voit un petit peu de quelle personnalité il s'agit. Pour cela, pour dire que il peut choisir qui il veut, mais s'il choisit une personnalité qui est absolument incompétente... Mais si la commission des lois dit non au choix... Alors, si la commission des lois dit non, elle peut dire non, elle peut s'y opposer à la majorité des 3/5. C'est ce qu'on appelle les 3/5 négatifs. Elle ne doit pas voter pour, elle peut simplement s'y opposer. Et donc, si 3/5 des membres de la commission s'opposent à la nomination ne peut pas avoir lieu. Et ça ne s'est jamais produit pour une nomination au Conseil constitutionnel, mais c'est quand même un pouvoir assez important parce que il y a là effectivement une audition transparente qui met un petit peu les choses sur la table et qui teste la personnalité pressante. Je vous dis ça, Jean-Philippe de Rosier, parce que on l'a entendu, on l'a lu, il y a une forme de contestation politique de certains membres du Conseil constitutionnel. J'ai lu, ce sont des membres qui ont été nommés par des hommes de droite, donc ce sont des membres de droite, anciens ministres, notamment anciens premiers ministres. Donc, alors, vous voyez premièrement, il ne faut pas généraliser. Certains ont été nommés par des hommes de droite, d'autres ont été nommés par des hommes de gauche. François Hollande a nommé Laurent Fabius, Claude Barthelone a nommé Corinne Luquiens, l'un comme l'autre étaient des hommes de gauche. Bon, ça c'est un premier point, il ne faut pas généraliser. Et deuxièmement, il y a un certain nombre de garanties qui affectent le statut des membres du Conseil constitutionnel, la durée du mandat, leur incompatibilité avec toute autre chose, c'est-à-dire qu'ils se dédient pleinement à ce mandat-là ou à cette fonction. Ils ne peuvent pas être renouvelés, donc le caractère non renouvelable. Et très souvent, ce sont des personnalités qui ont déjà une certaine carrière derrière eux et n'ont plus grand-chose à espérer. Et donc tout cela participe de leur indépendance, de ce que Robert Badinter avait appelé, lorsqu'il avait été nommé par François Mitterrand, son devoir d'ingratitude. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'être redevables à l'autorité de nomination parce qu'ils n'ont plus rien à espérer de cette autorité de nomination, ils n'ont plus de compte à rendre. Donc ils gagnent leur indépendance en entrant au Conseil constitutionnel. Absolument. Alors je n'ai jamais siégé au Conseil constitutionnel, je n'ai jamais participé à un délibéré, mais d'après les informations dont j'ai pu avoir connaissance, il n'y a pas de politique au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel statue en droit et il n'y a pas de majorité politique à gauche ou à droite. Il examine une question de droit. Donc ce procès la Constitution est un faux procès. Est totalement infondé. Je ne dis pas que marginalement, il y a pu y avoir des incidents, des dysfonctionnements. On cite souvent l'exemple de Roland Dumas qui avait validé les comptes de Jacques Chirac et Édouard Balladur. Alors premièrement, ça a presque 30 ans. Deuxièmement, il n'y a pas eu beaucoup de membres qui se sont fait virer du Conseil constitutionnel. Roland Dumas est le seul. Donc ça montre bien qu'il y avait là, effectivement, un problème. Il a été poussé par la sortie en raison d'un certain nombre d'affaires. Donc oui, il y a, comme partout, des dysfonctionnements. Mais je ne pense pas qu'il y ait de la politique au Conseil constitutionnel. Aux fonctionnaires de l'État, statut particulier, un membre du Conseil constitutionnel, évidemment rémunéré.
Oui, absolument. La rémunération fait partie de l'indépendance. Parce que si on n'est pas rémunéré, on va chercher de la rémunération ailleurs. Il faut bien vivre. Et par conséquent, lorsque l'on a une bonne rémunération, on n'a pas besoin d'aller chercher cette rémunération ailleurs. Et on évite tout conflit d'intérêts potentiel. Bien. Et ça participe donc de l'indépendance également. Bon, alors, donc rémunéré et avec un temps de travail, comment ça fonctionne ? Alors, il y a eu une réforme très importante de la Constitution en 2008 qui a introduit une grande nouveauté pour le Conseil constitutionnel. C'est ce que l'on appelle la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité, qui, pour dire les choses assez simplement, permet aujourd'hui à n'importe quel justiciable de contester la constitutionnalité d'une loi en vigueur, ce qui n'était pas possible auparavant. Et donc cela, inévitablement, a alourdi un petit peu le travail des membres du Conseil constitutionnel, qui avant étaient occupés une fois tous les 5 ans lorsqu'il y avait les élections, puisque le Conseil constitutionnel est juge électoral, et puis pour une vingtaine d'affaires par an lorsqu'il jugeait la constitutionnalité de la loi. Là, maintenant, il travaille beaucoup plus régulièrement. Il y a des sessions, des audiences publiques tous les mardis matins. Il y a généralement, classiquement, des délibérés le jeudi. Alors là, par exemple, sur la réforme des retraites, est-ce que le public pourra aller assister ? Non. Non, parce qu'on est dans le cadre du contrôle a priori. Et dans le cadre du contrôle a priori, ce n'est pas un procès. Donc les règles du procès équitable, et notamment de la publicité des audiences et des débats, ne s'appliquent pas. Il n'y a pas d'audience en réalité. Alors il y a cette rencontre dont la presse a parlé, qui a lieu le 4 avril prochain, où un certain nombre de parlementaires vont aller rencontrer les membres du Conseil constitutionnel. Ça n'a pas forcément grand intérêt. C'est assez nouveau. C'est notamment la France Insoumise qui se lance dans cette initiative de multiplier ce type de rencontres. Bon, ça permet effectivement peut-être de porter quelques arguments, mais ça permet surtout de faire un petit coup de com' de la part des parlementaires. Et donc peut-être un peu de pression sur les membres. Alors peut-être que c'est peut-être ce qu'ils cherchent à faire. Je ne suis pas sûr que ce soit bienvenu. Je ne suis pas sûr que les membres s'y laissent prendre. D'ailleurs, en général, dans ce type de rencontre, ce n'est pas l'ensemble du Conseil constitutionnel qui rencontre les parlementaires en question, mais soit seulement le rapporteur, soit le rapporteur et 1 ou 2 autres membres. Et donc, c'est plus un échange sur les mémoires qui ont pu être ainsi déposées dans le cadre de la requête. Bien, je ne vais pas vous interroger sur le fond, sur le travail du Conseil constitutionnel sur cette réforme des retraites, ni sur le référendum d'initiative partagée. D'autres le font, vous le déplorez d'ailleurs. Hein. Je le déplore absolument, je le déplore parce que je pense que je pense que d'une part, on peut tout à fait avoir des arguments à porter, mais il faut alors les porter devant le juge et pas forcément dans l'espace médiatique public, pour une raison très simple, c'est qu'une décision de justice, elle ne s'annonce pas, elle se commente, et donc une fois qu'elle est rendue, effectivement, là, on peut l'analyser, la décrypter, l'expliquer, la critiquer, le cas échéant, mais il ne faut pas, je pense, exercer une forme de pression dans l'espace public, dans l'espace médiatique, sur une institution qui doit être indépendante. Je vais en citer un, Dominique Rousseau, qui régulièrement s'exprime aujourd'hui sur ce que pourrait décider le Conseil constitutionnel concernant cette réforme des retraites. C'est faire pression sur le Conseil constitutionnel. Est-ce qu'il y a une volonté par certains parce qu'il faut qu'il soit absolument étanche à toutes les pressions, le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, dans cette affaire-là qui nous occupe, quoi qu'il décide, premièrement, constituera un précédent, parce qu'on est dans quelque chose de tout à fait exceptionnel et inédit. Et deuxièmement, quoi qu'il décide, il sera critiqué. Parce qu'il y a les partisans de la réforme qui, s'ils censurent, le critiqueront. Et puis, il y a les partisans du rejet de la réforme que, s'ils valident, le critiqueront. Et je pense que lorsque l'on plaide ainsi dans l'espace public, dans l'espace médiatique, dans un sens ou dans un autre, en réalité, on alimente cette crispation politique par des arguments de droit dont est supposé se saisir le Conseil constitutionnel. Et donc je pense que c'est effectivement nourrir cette pression politique sur le Conseil constitutionnel sous le sceau de la légitimité de l'expert, et je ne crois pas que ce soit son rôle. Bien, le Conseil constitutionnel décidera le 14 avril. Est-ce que le délai vous paraît normal, logique, pour examiner ces requêtes ? Il aurait pu être un petit peu plus long, puisque le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 mars et il dispose d'1 mois, donc il aurait pu statuer le 20 avril. Il décide d'avancer un petit peu. Ce n'est pas surprenant. Disons qu'on est dans le délai, dans la moyenne des délais qui s'appliquent au Conseil constitutionnel. Il aurait fait
plus vite que le 14 avril, on aurait pu clairement y voir une pression de la part du gouvernement. Il prend ses responsabilités, et puis il a un agenda lui-même à organiser entre certainement d'autres affaires, peut-être des considérations plus personnelles des membres. On va rentrer dans une période de vacances et ce sont des hommes et des femmes comme vous et moi qui ont le droit aussi à un petit temps de repos. Combien de personnel au Conseil constitutionnel? C'est une petite maison. Petite maison qui, en tout et pour tout, incluant tout le staff, si j'ose dire, ne va pas au-delà d'une cinquantaine de personnes. Une cinquantaine de personnes, oui. Bien. Alors, je ne vais pas entrer encore une fois dans la constitutionnalité de la loi de finances rectificative de la sécurité sociale. C'est ce que examine le Conseil constitutionnel, qui examine aussi la demande de référendum d'initiative partagée. C'est aussi son rôle. Absolument. Ça aussi, c'est une innovation de la révision constitutionnelle de 2008, qui avait été initialement envisagée comme un renforcement de la démocratie, donc un instrument au service du peuple, ce qu'il reste bien sûr, mais il est devenu, et ce n'est guère surprenant, un levier de l'opposition, parce qu'on a vu que à chaque fois qu'il avait été mobilisé, c'était pour permettre à l'opposition, c'est-à-dire à une minorité de parlementaires, de manifester une hostilité, une opposition à une politique ou à une loi qui est en cours d'examen ou qui vient tout juste d'être adoptée avant qu'elle soit promulguée, puisque ce RIP, ce référendum d'initiative partagée, ne pourrait pas porter sur une loi qui vient d'être promulguée. Or là, la loi de finances rectificative n'est pas encore promulguée, comme vous l'avez très bien dit, puisqu'elle est à l'examen du Conseil constitutionnel. Et donc, pour valider la recevabilité de ce référendum, de cette proposition de loi référendaire, le Conseil constitutionnel doit en examiner la constitutionnalité. Alors, le Conseil constitutionnel donnera son avis sur... Sa décision. Oui, c'est vrai, c'est pas un avis. C'est pas un avis, c'est une décision. L'avis, c'est le Conseil d'État. Absolument. La décision, c'est le Conseil constitutionnel. Grande différence. Si le Conseil constitutionnel valide ou tout le texte ou une partie du texte, le président de la République est obligé de promulguer la loi après. Non, il a encore une ultime prérogative constitutionnelle qui est de demander une nouvelle délibération s'il le souhaite. C'est le deuxième alinéa de l'article 10 qui prévoit la promulgation. Alors ça ne s'est pas produit très souvent, ça n'a été utilisé qu'à 3 reprises depuis 1958, à une fois en 1983 par François Mitterrand, pour en réalité écarter une loi qui n'avait plus lieu d'être promulguée, parce qu'elle programmait l'exposition universelle qui n'était finalement plus organisée en France, et donc il a demandé une nouvelle délibération pour que la loi puisse mourir. Ça peut être une solution à une crise politique intense, en disant soit on va réexaminer la loi, soit je demande cette nouvelle délibération et puis je ne l'inscris plus à l'ordre du jour, comme ça elle meurt de sa belle mort. Je ne dis pas que c'est l'hypothèse la plus probable, mais en tout cas, pour répondre à votre question, le président de la République n'est pas obligé de promulguer la loi. Il peut, mais en général, la loi est promulguée. En général, la loi est promulguée. Elle est validée. Parce que c'est une validation, le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel examine, décide et peut faire soit une conformité totale, auquel cas la loi est validé, comme vous dites, soit une non-conformité partielle, il supprime quelques articles. De lui-même, il supprime quelques articles. Il censure des articles, il va dire tel et tel article sont contraires à la Constitution, et s'ils sont détachables du reste du texte, c'est-à-dire si le reste du texte peut vivre sans cet article, alors le reste du texte peut être promulgué, ou alors il censure la loi dans sa totalité, c'est une non-conformité totale, et là pour le coup, la loi ne peut pas être promulguée. Eh bien, merci à vous d'être venu nous voir, Jean-Philippe de Rosiers. Merci, parce que c'est passionnant, hein. Je vous dis tout de suite, ça paraît... Mais je reviens quand vous voulez. C'est très très pour gentil. Vous continuez à parler du Conseil constitutionnel. Ça paraît très rébarbatif, mais c'est finalement passionnant. Il est 12h26. Souvent, hein, dans la vie. Il est 12h26 quand on est un peu curieux, c'est sûr. André Berkoff.